Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour le 3e numéro déjà de l'Outlap. C'est votre podcast auto-endo qui permet de revenir sur ce qui s'est passé dans le week-end de sport mécanique. Et cette semaine, un podcast déjà un petit peu spécial, puisqu'il est enregistré en partie depuis Austin au Texas, où je me trouve avec l'ami Valentin Glo. Et bonjour tout le monde. Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous encore une fois. Et puis surtout, on tient à vous le dire, on ne vous cache rien. Dans le Outlap, vous commencez à le savoir. Il est 2h23 du matin quand on enregistre cette partie du podcast. Et 2h23 en France. Voilà. Matin pour lui. Et comme la partie française du podcast, on va dire, la partie Formule 1 sera enregistrée sur les coups de 10h, finalement on est quasiment en direct. Donc c'est assez sympathique. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé ce week-end, la victoire de Ferrari au championnat du monde d'endurance à Austin lors de Lone Star Le Mans, la victoire de Ferrari au Grand Prix d'Italie à Monza, la victoire évidemment de Charles Leclerc. On reviendra sur tout cela et on aura d'ailleurs un invité dans cette édition de l'Outlap, puisqu'on a pu s'entretenir quelques instants avec Yi Feiye, qui est le pilote chinois de la Ferrari AFRC numéro 83, qui s'est imposé, pilote qui fait équipe avec Robert Kubica et Robert Schwartzman, qui ont donc remporté tous les trois leur première victoire en WEC avec Ferrari, première fois d'ailleurs que Ferrari s'impose sur un autre tracé que celui des 24 heures du Mans. En fait, pour que Ferrari gagne en WEC, il faut Le Mans dans le nom de la course. Oui, c'est ça. Et je pense que chez Ferrari, du coup, ils devraient peut-être faire une petite pétition pour que les 8 heures de Bahreïn deviennent les Bahreïn Le Mans Race, ou je ne sais pas, il faut trouver des trucs. Si Ferrari veut s'imposer un petit peu plus régulièrement, en tout cas, cette manche de 6 heures qui s'est déroulée, on va pas vous le cacher, dans une chaleur assez étouffante. Accablante. Là, franchement, on vous fait ce podcast depuis notre pièce de vie climatisée. Une pièce de survie. Une pièce de survie parce que franchement... Une pièce froide dans un Wendy's. Voilà, non, quand même. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Wendy's, c'est une chaîne de fast-food aux États-Unis. Rassurez-vous, on n'enregistre pas Wendy's parce que sinon, on nous regarderait à mon avis assez bizarrement. Ou aussi citer McDonald's ou je ne sais pas, Burger King pour ne pas faire de pub seulement à Wendy's. Et Chick-fil-A, si nos amis qui se sont déjà rendus aux États-Unis le sauront clairement. Mais il faut bien dire... grande gastronomie. La chaleur a évidemment joué un rôle pendant tout ce week-end. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus d'une chaleur qui peut être sèche comme à Bahreïn, on n'est pas descendu, il me semble, en dessous des 90% d'humidité pendant tout le week-end. Donc forcément, c'est là que les organismes sont mis à rude épreuve. On en a vu quelques-uns aussi qui ont des difficultés. En termes de ressenti, c'était clairement pire qu'à Bahreïn, y compris pour les pilotes. Certains m'ont confié qu'effectivement, c'était bien pire que des courses comme au Qatar ou à Bahreïn. Il faut dire que d'habitude, la course à Austin en WEC se déroulait plutôt 15-20 septembre. La dernière fois, c'était même en février. Oui. Là, on a avancé 1er septembre, fin août, 1er septembre. C'était vraiment, pour certains organismes, c'était vraiment difficile. Un pilote comme Grégoire Saucy, qui roule chez McLaren en GT3, m'a confié qu'à la fin de son premier relais, quand il est descendu de la voiture, il a failli s'évanouir. Bon, après, le pauvre n'avait ni climatisation dans la voiture, et en plus, son gilet réfrigérant n'a pas fonctionné. Ouais. Donc, pour certains, c'était vraiment, vraiment difficile. Et on a vu notamment aussi Marco Wittmann chez BMW, à la fin de son deuxième relais, partir à la faute à cause de la fatigue due à la chaleur. Oui, clairement, non, c'était vraiment des conditions extrêmes. Après, évidemment, ça fait partie du jeu des pilotes professionnels, et c'est très bien aussi, d'une certaine manière, d'avoir des terrains de jeu, évidemment, qui poussent les pilotes dans leur retranchement. Mais on est aussi heureux que le WEC n'ait pas programmé cette course une semaine plus tôt, parce qu'il faisait 42 degrés à Austin. Là, on est descendu entre 33 et 36 à peu près. On discutait notamment avec des ingénieurs de Michelin sur la grille qui nous expliquaient que c'était le jour le plus chaud aujourd'hui, donc forcément, ça n'a pas aidé avec cette course de 6 heures. Mais finalement, les vainqueurs du jour, que sont donc Robert Schwartzman, Robert Kubica et Yi Feiye, avaient l'air plutôt en bonne forme, en tout cas quand on les a vus, et même quand on les a vus sortir de leur voiture, alors qu'ils avaient enchaîné des doubles relais. Oui, relativement, malgré tout, oui, c'est quand même plutôt bien placé pour la plupart des pilotes. Après, disons que certaines équipes ont mis en place des stratégies différentes pour lutter contre la chaleur, et aussi en fonction des voitures et des climatisations et de l'air conditionné que chacun avait ou non dans la voiture. Et notamment chez Toyota, sans climatisation, on a misé plutôt sur des relais simples
Oui, oui. plutôt que par exemple chez Ferrari ou chez Porsche, où les pilotes se sont embarqués dans les doubles relais. Exactement, on a Peugeot aussi qui avait fait double relais. Alpine, par exemple, faisait que des simples. Exactement. Et a dû changer, on vous en parlera tout à l'heure, a dû changer de stratégie, on va dire, en cours de route, notamment sur la numéro 35, mais pour des bonnes raisons. Mais ici, donc, la victoire de cette fameuse Ferrari jaune, parce qu'on en parle toujours, évidemment, de cette Ferrari jaune qui a fait de belles performances, qui était très en verve, notamment aux 24 heures du Mans. Ils ont réussi à tout mettre bout à bout ce coup-ci. Et je trouve que cette voiture déjà était partie en première ligne, deuxième position pour Robert Kubica en déqualification. Kubica qui me confiait samedi soir que la pole position était dans ses cordes. Il a été gêné un peu dans le trafic, mais selon lui, le temps qui était excellent de Giovinazzi, qui a fait la pole sur la Ferrari 51 était prenable, au moins pour Kubica. Si voilà, il y a un peu de trafic, mais c'est le lot des qualifications et le lot de l'endurance. Ça fait partie du problème et du défi d'avoir ces séances qualificatives. En course, on peut quand même les saluer. Alors, effectivement, on vous en parlera quand on reviendra notamment sur ce qui s'est passé du côté de chez Toyota, mais même si, voilà, on peut toujours trouver, et c'est toujours le cas de toute façon, en général dans des courses, rarement, on a des courses en endurance où c'est une domination outrageuse, mais on peut dire, mais oui, mais si la 51 et si la 7, et ainsi de suite, toujours est-il que la 83 n'a pas fait une erreur, qu'au niveau de cette voiture numéro 83, on n'a pas non plus été embarqué initialement, en tout cas on pouvait le croire, dans une stratégie pneumatique très judicieuse. On a remis des pneus durs lors de l'un des premiers arrêts au stand. Alors, stratégie qui a été aussi obligatoire d'une certaine manière, oui. puisque lors du début donc, du premier relais, Kubica suivait très facilement Antonio Giovinazzi. C'est bien Giovinazzi qui a pris le départ sur la 51. Et donc, en le suivant aussi facilement que ça, il ne faisait pas travailler ses pneus, qui du coup baissaient en température et baissaient en pression. Et en fait, Kubica nous l'a expliqué, c'est qu'en fait la pression était plus basse que le minimum recommandé par Michelin via les capteurs de la FIA. C'est important de savoir, donc les capteurs de la FIA sont importants là-dessus. Et donc Ferrari a pris cette précaution en demandant à Giovinazzi de s'écarter, de laisser passer Kubica, afin de lui permettre d'avoir un rythme plus permettant de plus chauffer ses pneus. Voilà, il a attaqué pour faire remonter la pression, ce qu'il nous a dit donc avait l'air d'avoir fonctionné de justesse, donc ils ont dû changer des pneumatiques à l'arrêt, puisque s'ils avaient laissé les mêmes arrêts, évidemment, ils auraient de nouveau baissé en température, et surtout, ils auraient perdu pas mal de gomme, et donc un pneu qui a moins de gomme monte moins en température, monte moins en pression. Alors, il faut comprendre que c'est un cercle vicieux qui s'engage assez vite, donc on a mis des pneus durs. À ce moment-là, évidemment, la Toyota numéro 7 est revenue comme un avion, et là, il faut quand même saluer le travail de Yves Fayet. Alors, peut-être qu'effectivement, la numéro 7 n'a pas non plus voulu trop attaquer, mais il faut quand même réussir avec une pression qui existe, parce que la voiture est dans les rétros, on la voit tout le temps, et même si elle ne tente pas forcément une attaque, il y a une pression, il y a toujours du trafic. Yves Fayet a fait un plutôt bon relais, un double relais très bon, avant de passer le relais justement à Robert Schwartzman, qui est allé terminer le travail, après avoir débuté son relais derrière la numéro 7. Oui, alors il faut quand même préciser que si Kobayashi se retrouve derrière Schwartzman à la fin, c'est parce qu'il y a une pénalité qui est donnée, parce que Schwartzman normalement est derrière Kobayashi. Et il y a une pénalité qui est donnée au moment où la Peugeot 94 est arrêtée, au bord de piste. Il me semble que c'est un problème d'hybride, il me semble. Il y a un drapeau jaune, ou un double drapeau jaune à ce moment-là qui est brandi. Le drapeau jaune est brandi sur la droite de la route. Et au moment que Kobayashi passe, il a le drapeau jaune, mais derrière le drapeau jaune, le panneau de signalisation clignote en vert. Donc ça, normalement, le drapeau jaune prévaut, mais c'est une situation un peu quand même confusante. Et c'est vrai que chez Toyota, c'est pas qu'on conteste la pénalité, mais on est étonné. En tout cas, on se pose des questions. Mike Conway a qualifié la pénalité de bizarre. Voilà, on se pose en tout cas des questions, c'est vrai. Mais bon, toujours est-il que cette numéro 7, après la pénalité, a eu l'opportunité de revenir tout de même. C'est pas comme si elle était attribuée dans les dernières minutes. Mais précisons que la pénalité qui a été donnée était un drive-through, et que Kobayashi donc, a payé ce drive-through à 3/4 d'heure de l'arrivée, et il est ressorti une dizaine de secondes derrière Schwartzman. Et ensuite, il s'est rapproché jusqu'à une seconde 2 dans les derniers tours. Plutôt une seconde et demie. Et à 5 minutes de la fin, un point de 5 minutes de la fin, vraiment dans le money time, les deux pilotes étaient à l'attaque. Schwartzman, lui, devait faire attention aux limites de piste, puisqu'il était à la limite.
c'est le cas de le dire. Et arrivé, je devais rester 3 tours. Kobayashi est arrivé au premier freinage, en haut de cette fameuse côte du circuit des Amériques. Malheureusement, un peu raté son freinage, est parti un peu large et ça a scellé le résultat de cette course. Voilà, le résultat qui est donc bien la victoire de la Ferrari AF Corse numéro 83. On peut le dire, puisqu'il faut. C'est comme ça que c'est dénommé dans le règlement, on va tout le dire. Deuxième victoire d'une écurie privée cette saison, techniquement. En tout cas, d'une voiture non engagée réellement par l'écurie d'un constructeur. Appelons-le comme ça. Oui, ce qui une petite subtilité du règlement, enfin du championnat du monde d'endurance, c'est qu'effectivement, la Ferrari d'AF Corse gagne, marque ses points. Alors, les pilotes marquent les points au championnat pilote, mais la voiture marque les points pour la Coupe du Monde Hypercar. Et la Toyota, qui termine deuxième, marque les 25 points de la victoire pour le championnat des constructeurs. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est pas forcément ça, mais je ferai expliquer dans notre hebdo. Et Toyota prend, par ce fait, la tête du championnat constructeur avant de se rendre à Frangy, à domicile, dans 15 jours. C'est ça. Oui, pour effectivement peut-être avoir une belle opportunité de continuer aux avant-postes. Surtout que c'est un circuit ils ont démontré ces derniers temps qu'ils ces dernières années. Ils sont chez eux et ça fonctionne très bien. Donc, voilà, Ferrari a plus de difficultés sur ces circuits-là. Ça peut être plus compliqué, ça c'est sûr. En tout cas, on verra évidemment ce que Fuji nous réservera. Je vous propose d'écouter Yves Fayet qui donc s'est imposé avec Robert Schwartzman et Robert Kubica dans cette Ferrari numéro 83. Avec l'un des 3 vainqueurs, Yves Fayet, pilote de la numéro 83 AF Corse Ferrari. Félicitations déjà Yves Fayet. Merci beaucoup. Comment on se sent après une première victoire en hypercar et en plus avec Ferrari? Alors c'est un moment que je ne vais pas l'oublier facilement. Franchement, c'était difficile cette course. Au début on avait un petit problème avec les pneus, ce qui veut dire que quand je roulais, je devais garder le même train de pneus pendant mon double relais. Quant à pour les autres, ils peuvent mettre les pneus frais. Donc je pense que pour que je puisse rester devant les autres, c'était un défi. Heureusement, Robert Kubica m'a passé la voiture dans la tête avec une bonne marche. Et je savais qu'avec notre stratégie de pneus, j'allais perdre par rapport aux autres, puisque voilà, ils ont les pneus frais par rapport à nous. Mais je pense que l'important c'est de rester devant, c'est de garder la tête, et c'est ce que j'ai pu faire. Et je pense que sur le papier, on n'avait pas la voiture plus rapide, surtout quand on voit la dégradation sur le double relais. Mais je pense que c'est le fait qu'on n'a pas commis d'erreurs et qu'on a pu capitaliser sur l'erreur des autres. Et c'est ça qui nous a permis de prendre cette victoire à la fin. Et je pense que la première fois que Ferrari a pu gagner sur 2 courses différentes dans le championnat mondial. Donc c'est vraiment un moment historique. Je suis super fier de pouvoir vivre ça. Et voilà, super bravo à toute l'équipe, à mes coéquipiers et à Ferrari qui nous a offert cette voiture super compétitive. Et j'espère pouvoir continuer cette tendance sur les 2 dernières courses de l'année. Et voilà, super content. Quand vous aviez Nick De Vries qui était juste derrière pendant une bonne partie de ce relais, ça doit toujours être quand même assez motivant pour un pilote, mais difficile aussi de devoir garder une Oui, puisque je savais qu'en termes de pneus, j'étais désavantagé, mais je savais qu'ici, il y a des enchaînements rapides, et sur ces virages-là, c'est difficile de suivre de près. Donc pour moi, l'important, c'est de le garder derrière dans les enchaînements lents, et surtout quand on dépasse les trafics, les GT, c'était super important de toujours être sûr d'avoir une bonne sortie, parce que je pense qu'en freinage, j'avais moins d'appui par rapport à lui, moins d'adhérence. Donc l'important, c'est de toujours bien gérer dans les trafics. C'était vraiment stressant pour moi. Et surtout à la fin, quand j'étais en dehors de la voiture, quand je regardais Robert Schwartzman qui se fait approcher par Toyota, qui était évidemment plus vite. Et je pense qu'on a vraiment bien géré de pouvoir finir premier. Et après Le Mans cette année, on était décevant puisqu'on était aussi dans une position de se battre pour la victoire à la fin. Et je pense que cette course était importante pour nous et pour tout l'équipage. Et c'était très motivé. Ça doit être aussi assez gratifiant de se dire que
cette équipe dans l'équipe AF Corse n'existait finalement pas il y a quelques mois. C'est une nouvelle voiture, c'est la 3e voiture ici pour Ferrari. Et en quelques mois déjà, vous avez construit quelque chose qui vous emmène à la victoire. Oui, exactement. Ce cours a commencé fin de l'année dernière. Et il nous a manqué de l'expérience et au fur et à mesure, pendant la saison, je pense qu'on a toujours pu améliorer. Certes, Le Mans aura pu bien finir pour nous, mais je pense que là, on a vraiment géré une course sans aucune erreur, sans aucune pénalité. C'est vrai qu'à la fin, avec le track limite, c'était chaud. On avait un warning flag. Mais bon, à la fin, tant qu'on reste propre, c'était ça qui nous a donné la victoire à la fin. Merci Yves. Merci. Et voilà, on remercie Yves Fayet qui nous a fait le plaisir évidemment de répondre à nos quelques petites questions alors j'allais dire dans l'intimité du garage Ferrari qui était bien rempli puisque la photo de famille venait d'être faite à ce moment-là avec toute l'équipe AF Corse. Avec fêter la belle victoire. Voilà, avec notamment cet équipage numéro 83, cette équipe dans l'équipe qui a été constituée il y a quelques mois à peine finalement pour cette saison 2024. Oui, la 3e voiture, c'est un projet qui date de la fin d'année dernière, qui a mis un peu de temps à se mettre en place. Ferrari devait mettre des moyens supplémentaires à disposition pour que cette voiture soit correctement exploitée, pour mettre un équipage en place. Donc c'est un équipage qui se connaît encore peu finalement, même si Robert Kubica et Yves Fayet ont été champions LMS ensemble en 2021 avec WRT en compagnie de Louis Delétraz, qu'on salue. Et notons que c'est la 6e victoire, c'est le 6e équipage différent qui s'impose en 6 courses cette saison en WEC. Donc c'est une belle statistique, je trouve. C'est une preuve de parité aussi, c'est important. Bien évidemment, sûr. On sait que c'est la base de ce règlement hypercar, la possibilité d'offrir à tout le monde de jouer aux avant-postes. 6 équipages différents qui s'imposent, c'est effectivement cela. Et ça montre un championnat extrêmement relevé. Et la preuve, c'est qu'au championnat pilote, avant les 2 dernières courses de la saison, nous avons la Porsche numéro 6, Estre, Lotterer, Vanteur, qui ne dispose que de 12 points d'avance sur 5 pilotes qui se retrouvent à égalité de points. Les 2 pilotes sans Mike Conway, malheureusement, absent. Blessé au moment. Absolument. Donc forfait, Kamui Kobayashi et Nick De Vries qui sont à égalité de points, avec Antonio Fuoco, Niklas Nielsen et Miguel Molina. Oui, exactement. Les pilotes Ferrari victorieux aux 24 heures du Mans. On le rappelle, c'est important évidemment. C'est la grande course de l'année. On l'a donc évoqué, effectivement, Toyota qui reprend les commandes du championnat constructeur, qui se rapproche au championnat pilote. Ça va nous valoir, à mon avis, une fin de saison assez sympathique. Et on vous en parlera bien sûr dans le Hot Lab. Ça, ne vous en faites pas. Mais qui veut dire évidemment fin de saison qui s'annonce assez intéressante. Ça veut forcément dire que les leaders ont dû perdre quelques plumes ce week-end, et c'était notamment le cas de la Porsche numéro 6 et globalement de Porsche finalement, qui n'a pas été au niveau auquel Porsche nous a habitués depuis le début de la saison, parce que dire que l'équipe allemande a été mauvaise serait loin d'être la vérité, mais ils n'ont pas complètement été dans le coup non plus. Oui, compliqué. Dès les qualifications, la Porsche numéro 6, il ne passe pas en hyperpole, qui part seulement 13e, 14e, je ne sais plus. Ouais. Oui, Kevin Estre était très, très déçu déjà samedi soir après les qualifications. Ils ont réussi à remonter quand même en course, ils font 6e. Oui, c'est une... On limite la casse. Voilà, c'est une contre-performance si on compare au début de la saison, puisque c'est seulement la 2e fois de l'année qu'ils ne sont pas sur le podium. La première fois, c'était aux 24 heures du Mans. Ils avaient terminé 4e. C'est donc, à Austin, leur pire résultat de l'année, ou leur moins bon, si on préfère. Mais oui, comme le dit aussi André Lotterer, finalement, ils ont plutôt bien limité la casse en marquant ces 8 points. Ouais. Et qui leur permettent de rester en tête du championnat. Et ça peut compter, on rappelle, ce sont ces fameux points intermédiaires. On a souvent entendu ce genre de choses. Les petits points, parfois, voilà, ça peut être important. Réussir à optimiser une saison, c'est réussir à faire en sorte que son moins bon résultat soit meilleur que le moins bon résultat des adversaires. Et parfois, ça peut effectivement suffire. On peut rapidement signaler, notamment que Cadillac termine 4e avec la numéro 2, qui est la seule voiture engagée en WEC. On a vu aussi... Avec Karl Bamber et Alex Lynn au volant, saluons-les. Exactement, ils ont fait du très bon travail, surtout qu'eux, ils n'étaient que 2. Donc forcément...
avec toutes ces chaleurs, c'était pas facile effectivement de faire une belle prestation et ils ont été très bons. BMW aussi a montré de belles choses dans ce week-end. Bah, surtout en début de course, ils étaient dans le rythme des Ferrari. Après, bon, disons que ça s'est un peu moins bien goupillé sur la deuxième partie de course, mais progrès très encourageant. Et puis en qualification, meilleur résultat d'ensemble de BMW qui partait 7e et 8e sur la grille. Ouais, les deux en hyperpole, c'était effectivement très, très intéressant. Mais évidemment, étant un podcast français, étant un site internet français, on ne peut pas ne pas vous parler notamment d'Alpine, qui a enregistré son meilleur résultat de la saison, tout simplement, avec une 5e et une 9e place pour les deux voitures. Ça a été un petit peu les montagnes russes chez Alpine, notamment au niveau de la numéro 35, puisque la 36, elle a connu un week-end plus linéaire, c'est-à-dire qu'elle a été plutôt en retrait en qualification. Mick Schumacher a notamment été victime malheureusement d'une guêpe qui s'était immiscée dans son cockpit, et donc elle est remontée jusqu'en 9e place en course. Par contre, numéro 35 avec Charles Milesi notamment au volant avec Ferdinand Habsbourg et Paul Louchatin, qualifié en 4e position. Ça, c'était la très très grosse surprise du week-end. Oui, meilleur résultat de l'année d'Alpine en qualification. C'est un superbe tour de Charles Milesi qui nous habitue à des tours de magie. Qualification, il est très très bon. Qualification et en hyperpole, même en course. Hein. C'est vraiment, ça devient vraiment un pilote de référence de plateau endurance. Et on vous disait tout à l'heure en préambule que Alpine avait dû faire un double relais non prévu. C'était justement le double relais de Charles Milesi en fin de course, puisqu'il était à la lutte avec une BMW pour justement le gain de cette 5e position. Et il fallait, en tout cas c'est ce qu'on a compris, essayer de garder en fait le même pilote, pas en faisant injure à ces deux équipiers, mais parce que le pilote déjà dans la voiture a l'habitude et dans le rythme. Donc forcément on perd un tout petit peu moins de temps. Et c'était encore plus important, je pense, pour cette équipe Alpine d'aller chercher ce bon résultat, outre le fait que c'est la première saison et que c'est très bien évidemment pour le moral. La course avait très mal commencé pour eux, parce que donc on était parti en 4e position, Ferdinand Habsbourg avait pris le départ, et puis cet incident avec Earl Bamber et la BMW également qui était juste devant. On arrivait au freinage du virage 11, contact entre Habsbourg et Bamber. Les commissaires ont décidé que c'était donc le pilote Alpine qui était fautif. Oui, j'ai rien à dire spécialement dessus. On peut avoir un avis, on peut avoir le débat. Je n'ai rien contre le colloque, comme dirait un certain Raymond DeVos. Et là, encore une fois, oui, les références sont ce qu'elles sont. Et elles montrent peut-être notre âge. En fait, la situation est que devant Ferdinand Habsbourg, la BMW freine. Habsbourg doit éviter évidemment la BMW devant lui pour ne pas éviter l'accident et le suraccident derrière, parce qu'il y a la deuxième BMW qui suit et il y a Bamber sur la gauche, et c'est là que l'accrochage se produit. Habsbourg se déporte sur la gauche, Bamber est là, ça se touche. Après, Habsbourg se retrouve à aller tout droit. C'est lui qui perd plus. Oui, parce que les deux BMW passent. Ouais, c'est ça qui me... Je sais pas, moi Après, le problème, c'est qu'il change de trajectoire dans sa zone de freinage. Oui, mais autant il le ferait sans personne devant. Bon, ce serait scandaleux, je suis d'accord. Mais là, il le fait pour éviter de percuter une autre voiture. On sait qu'on... Enfin, moi, je suis toujours un petit peu... comment dire ? On dit toujours qu'on ne juge pas la conséquence, sauf que c'est littéralement le cas à chaque fois. Sauf que pour une fois ici, la conséquence n'a pas été jugée, puisque pour la Cadillac, il n'y a pas eu vraiment de conséquence. Elle a perdu une place, mais ça n'a pas vraiment influé complètement sur le reste de sa course. Moi, j'ai estimé sur ce coup-là, après peut-être que nos chers auditeurs et lecteurs d'Auto Hebdo seront en désaccord avec moi, n'hésitez pas à nous le dire, c'est important. J'estime que si on commence à pénaliser ce genre de contact qui vient d'une situation qui n'a pas de mauvaise intention de base de la part de Ferdinand Habsbourg, il ne se décale pas pour empêcher un dépassement. Je me demande où est-ce qu'on va aller, en fait. Parce que là, on va pouvoir commencer à avoir d'autres contacts qui seront mineurs, et on va peut-être mettre des pénalités parce qu'on dira, oui, il y a eu une jurisprudence. Donc, moi, ça m'inquiète toujours un petit peu, ces nouveautés, parce qu'on a rarement eu ce genre de cas avec une pénalité qui s'ensuit. Je pense que c'est une situation où les deux points de vue se valent. Ça fait partie de ces situations un peu fait de course, un peu complexes, où on peut très bien pencher des deux côtés, et finalement...
contrairement à d'autres situations un peu plus claires. Oui, notamment dans une droite voilà. avec une numéro 8 et une numéro 6. Mais après, voilà, ça, chacun... Là-dessus, je pense qu'il n'y a aucune contestation possible sur la pénalité. Et d'ailleurs, chez Toyota, on ne la conteste absolument pas. Voilà, c'était clair et net de toute façon. Mais oui, concernant la pénalité de Fernand Rosberg au début de course, pour moi, ça s'entend. Pour moi, je pense que j'aurais peut-être mis aussi cette pénalité. Ok, c'est important, hein. On a évidemment différents points de vue et c'est plutôt chouette de pouvoir les opposer. Et puis finalement, très bon résultat d'ensemble donc pour Alpine. On tient rapidement à les saluer et à les remercier aussi bien pour leur ouverture tout le week-end, puisque nous avions, on vous le rappelle, Clem CS.photo qui avait remporté le concours Alpine Auto Hebdo et qui nous a donc accompagnés pendant ces 6 heures ici à Austin. Vous avez pu voir beaucoup de ces contenus déjà sur les réseaux sociaux d'Auto Hebdo, et il y en a encore qui vont arriver, vous en faites pas, on a encore tourné quelques belles petites choses, mais voilà, en tout cas chez Alpine, on a été très, très bien reçus, on a été vraiment en immersion tout ce week-end-là. Pour vous dire qu'on a choisi un bon week-end, on ne pouvait pas le savoir à l'avance, mais en tout cas, voilà, le résultat a été plutôt bon. Et on vous conseille évidemment de rester aux aguets. Peut-être qu'il y aura encore d'autres concours, on le souhaite en tout cas dans le futur, mais en tout cas ici... vous pourrez notamment lire dès ce lundi à partir de 20h en version numérique le libre arbitre de notre ami Clément qui revient un petit peu sur son expérience ici aux 6 heures à Austin, et puis évidemment la version papier qui sortira mercredi. Ça, vous commencez à connaître les petits rendez-vous. Et puis pour terminer cette page Wake, mon cher Valentin, évidemment on retournera donc côté français avec Peugeot qui encore une fois malheureusement a connu une course difficile, une 12e position pour le numéro 93 et un abandon pour le numéro 94. J'aimerais juste savoir qui a une poupée vaudou de la Peugeot 94 ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit toujours cette voiture qui ait des soucis ou des incidents. Je me pose la même question. C'est terrible. Vous voulez une petite stat qui fait mal, je pense qu'il va faire mal peut-être aux intéressés. Voilà, et aux fans de Peugeot. Je ne suis pas fier de la dire. Loïc Duval et Paul Di Resta sont les 2 seuls pilotes qui ont fait toutes les courses de WEC de la saison à ne toujours pas avoir marqué de points. Ouais, non, c'est terrible. Mais sans nous leur jeter la pierre, ce n'est évidemment pas forcément de leur faute. La 94 a été immobilisée par un système d'hybride. Ouais. Par un problème avec son système d'hybride, pardon. Donc... Non, mais c'est vraiment... et c'est ce qui est en fait dommage, c'est qu'on a, cette fois-ci, des promesses en qualification, 11e place pour Mikkel Jensen, à 200e de l'accession en hyperpole, donc en termes de rythme pur, ça allait un petit peu mieux que sur les courses précédentes. Et puis ici, contrairement à Sao Paulo, où on était remonté du côté de Peugeot en course, là, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un très bon départ du Nico Muller qui continue de faire de très belles prestations. Grosse perte pour Peugeot. Oui, puisqu'il ne sera plus de l'aventure Peugeot, il sera notamment chez Andretti en Formule 1. Et il se retrouve 6e. Ensuite, la voiture a tout simplement perdu de la performance. Enfin, en tout cas, on n'avait pas bien anticipé peut-être les conditions de piste. Et donc voilà, ça se termine en 12e position. Et voilà, c'est 5 courses cette année avec la nouvelle voiture. 5 fois où on termine entre la 9e et la 15e place. Et ça reste en fait toujours dans un même environnement. J'ai l'impression que toutes les équipes ont eu un point fort à un moment. BMW ici, c'est quand même pas trop mal. Alpine qui fait une belle prestation. Chez Cadillac, on est toujours aux alentours du podium. Valentin me fait un signe de la main en disant qu'il n'est pas d'accord, donc il va vous dire pourquoi. Il y a une voiture, une équipe qu'on n'a pas vue. Oui, mais on les voit plus. Enfin, qu'on n'a pas vu. Non. Ceux qu'on n'a pas vus parce qu'ils sont plus en WEC ou ceux qu'on n'a pas vus parce que sont toujours en WEC. Qui sont toujours en WEC. Une voiture verte et noire. Avec le numéro 63. Oui, ça c'est vrai que la Lamborghini, j'ai juste vu les flashs indiquant des limites de piste. Mais ils sont montés 10e à un moment. Ouais. Et puis derrière... c'est très anonyme à Lamborghini cette année, c'est compliqué. Après, c'est la première année. Ils sont clairement en phase d'apprentissage. Oui, non, c'est sûr. Mais et en plus, contrairement, si on fait la comparo par exemple avec Alpine, ou avec BMW, qui sont des LMDH, qui sont par exemple dans la première saison en WEC, comme Lamborghini, l'avantage d'Alpine et BMW, c'est qu'ils ont 2 voitures par week-end. Oui. Donc c'est beaucoup plus simple sûr. Pour peaufiner le réglage, trouver des solutions. Lamborghini n'a qu'une seule voiture tous les week-ends. Une seule voiture pour faire les essais, pour faire les tests, pour trouver les bons réglages. Donc c'est plus compliqué pour eux. Et puis le Ligier aussi, donc c'est pas le choix habituel, on va dire. On a pas mal d'Oreca, de Dallara, d'Ultimatic.
Ligier aussi, il faut... Voilà, on n'a pas beaucoup d'LMDH Ligier finalement. Donc ça peut aussi jouer un rôle. C'est les seuls, oui, à avoir choisi ce châssis-là. Voilà donc pour ce retour sur Lone Star Le Mans, on va utiliser le vrai nom, ou les 6 heures du circuit des Amériques. C'était en tout cas les noms officiels de cette 6e manche de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance. Rassurez-vous, l'Outlap ne s'arrête pas là, puisque nous allons passer dans quelques instants la parole à nos amis. Vous allez voir la magie du presque direct, puisque dans quelques instants, nous allons être à Paris avec nos amis autour notamment de Jérémy Satis. Et bien voilà, ils vont vous parler du Grand Prix d'Italie à Monza, ce Grand Prix de Formule 1 remporté par Charles Leclerc. Je pense qu'il y en a pas mal parmi ceux qui nous écoutent qui ont été assez ravis de ça. Les amis, c'est à vous. Merci Michael, et nous sommes désormais à Paris, de retour à Paris à la rédaction pour débriefer maintenant du Grand Prix d'Italie et la formidable victoire de Charles Leclerc à domicile pour Ferrari devant les tifosi, incroyable victoire. Je suis en compagnie donc de Jérémy Satis, notre expert F1. Bonjour Jérémy. Bonjour Dorian, en effet une bien belle victoire, ça fait toujours plaisir, peu importe qu'on aime ou pas la Scuderia, c'est toujours un événement énorme de voir Ferrari gagner à Monza devant les tifosi comme tu l'as dit, mais aussi devant les McLaren. Eh oui, parce que même s'il y avait l'ambiance qui était au rendez-vous, McLaren finalement ce sont les grands perdants de cette course à Monza. L'après-course a dû être tendu du côté des Oranges. C'était en effet assez tendu, notamment en conférence de presse. Alors, tu dis les grands perdants, t'as pas totalement tort. Sur le papier, ils ont repris des points sur les 2 championnats, mais c'est sûr qu'on a l'impression qu'ils auraient pu en reprendre encore plus, notamment au championnat pilote où, en partant de la pole, on s'imaginait que Lando pourrait reprendre 17 points s'il avait gagné la course, même sans le point du meilleur tour. Donc c'est vrai que là-dessus c'est un peu compliqué. Tu parlais de l'après-course, en effet, la conférence de presse était assez lunaire. On avait un Charles Leclerc qui était au 7e ciel sur le siège du milieu, entouré des 2 pilotes McLaren. Les 2 ont été affublés de questions concernant d'éventuelles consignes d'équipe, concernant évidemment cette attaque de Piastri dans le premier tour à la chicane. Globalement, Lando Norris a fait des réponses très politiques. Il a été plutôt bon. Il a décidé de ne pas laver son linge sale en public. J'ai du mal à imaginer que le discours avait la même teneur une fois dans l'hospitalité McLaren. J'ai trouvé un Oscar Piastri que j'ai la chance de suivre depuis plusieurs années, particulièrement tendu et surtout agacé après la course, de devoir répondre encore une fois à ces questions. Pour lui c'est clair, tant qu'on lui demande pas de jouer les porteurs d'eau pour Lando Norris, il va jouer sa carte personnelle. Lando a été questionné une nouvelle fois sur le manque de soutien de la part de McLaren. Il a dit qu'il était soutenu. Il a quand même essayé de glisser que forcément il aimerait en avoir un petit peu plus. Et c'est là notamment que Oscar, c'est le teint blafard et le visage très fermé, n'a même pas répondu par des mots mais seulement par des mouvements de tête. C'était assez étrange. J'ai du mal à imaginer que McLaren ne finisse pas par mettre des consignes d'équipe. Alors justement, tu parlais de ces questions en conférence de presse pour Norris et Piastri. Moi, je vais t'en poser une de question, Jérémy. Est-ce que le Papaya Rules qu'on a découvert ce week-end à Monza n'est pas déjà obsolète ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aider Lando Norris à tout prix, quitte à demander à Piastri de ralentir, de laisser passer son coéquipier, pour aider Lando Norris au championnat ? On rappelle qu'il a 62 points de retard désormais sur Max Verstappen et il reste 8 Grands Prix. J'ai l'impression que la doxa, que tout le monde s'accorde à dire qu'il faudrait des consignes d'équipe, ça s'entend. Honnêtement, j'aimerais vraiment pas être dans les baskets d'Andrea Stella parce que c'est une décision qui est ultra compliquée à prendre et qui peut avoir énormément d'impact et de conséquences sur l'avenir. On rappelle que les 2 pilotes sont bloqués contractuellement pour quelques temps maintenant. Moi, je pense pas, Dorian, parce que il reste encore 8 Grands Prix, 3 courses sprint. Le titre constructeur, on peut à peu près s'accorder à dire que... Il est déjà joué. Alors, ils sont pas en tête, mais on a l'impression que c'est plié. Voilà, c'est ça. Il y a 8 points en rappel d'écart entre Red Bull et McLaren. Donc, voilà. Et surtout, à un moment, je pense qu'un titre de champion du monde, et ça, c'est Stella qui l'a dit. Stella, on le rappelle, qui a travaillé avec de grands champions, a dit qu'un titre de champion du monde s'acquiert en piste.
d'abord et pas forcément dans les oreillettes. Donc voilà, Lando Norris a été très 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 impressionnant à Zandvoort. On voit qu'il lui manque encore certaines petites choses, notamment dans la régularité au plus haut niveau pour aller chercher les plus gros points possibles chaque week-end. Et puis ces fameux premiers tours hein, où il n'arrive décidément pas à terminer un premier tour en tête alors qu'il part en pole position. C'est quand même un petit problème aussi peut-être mental au niveau des départs. Non, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Il a déplacé le problème du premier virage au premier tour. On avance. C'est une évolution, oui. Exactement. Après, il faut aussi dire, par rapport à la situation d'hier, qu'Oscar Piastri avait moins à perdre en l'attaquant à la chicane que Lando Norris en défendant bec et ongle. Donc, il pouvait se permettre d'être un petit peu plus offensif. Alors justement, Oscar Piastri, lui, il est dans une position qui est assez délicate aussi. Hein. Lui, il croyait en plus jouer la victoire pendant le Grand Prix d'Italie. Finalement, il échoue face à Charles Leclerc. On sent vraiment qu'il a le potentiel. Il est à peu près au même niveau que Lando Norris hein, sur les dernières courses. On fait l'exception de Zandvoort où vraiment Lando Norris était vraiment au-dessus. Est-ce que pour lui, il est encore jeune, c'est que sa deuxième saison en Formule 1, mais est-ce que ça le dérangerait pas de se dire je suis numéro 2 alors que j'ai signé un long contrat chez McLaren, j'ai des performances qui sont à peu près équivalentes avec Lando Norris, je sais que je peux gagner des courses maintenant qu'il en a gagné une en Hongrie. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour lui de se dire il va avoir 8 Grands Prix où je vais devoir jouer au coéquipier modèle alors qu'il y a le potentiel? Pour l'instant, c'est pas décidé. Et en tout cas, lui ne se voit pas comme ça. Il faut faire attention, et je pense qu'il a ça en tête, il est très intelligent, Oscar. Les étiquettes, ça peut être très compliqué. Regardez Valtteri Bottas, il lui a fallu une seule année pour qu'on considère... Alors, certes, c'est difficilement comparable, mais pour qu'on considère que c'est un numéro 2 et que ça le restera, il faut faire attention aux dynamiques qui s'installent dans des équipes. Et je pense qu'Oscar, avant tout, c'est ce qu'il veut essayer d'éviter à tout prix. Donc lui se dit pas que c'est sa deuxième année en F1. Je pense qu'il se dit, j'ai actuellement la voiture pour gagner des courses. Pourquoi pas le championnat ? On rappelle qu'il y a 106 points d'écart. Alors ça paraît monstrueux et salé. Ça peut vite tourner. Ça peut vite tourner. Regardez le niveau de la Red Bull en ce moment. Rien ne garantit que Max soit capable de faire mieux que 5e à chaque course désormais. Moi, si j'étais Oscar Piastri, je rêverais grand et je ne me considérerais pas comme en dehors de la lutte pour le titre. Et c'est la raison notamment pour laquelle il est assez compliqué pour moi de la part de McLaren de déterminer qu'il y ait un numéro 1 et un numéro 2. Zak Brown a encore dit hier que c'est un problème de riche et qu'ils ont 2 numéros 1. Voilà, à un moment, c'est un petit peu... C'est là où ça se complique pour McLaren. Après, la question qui peut se poser, c'est au-delà de déterminer un numéro 1, un numéro 2, c'est est-ce que McLaren ne doit pas, dans certaines conditions, peut-être sur les premiers tours, je ne sais pas, signifier à l'un comme à l'autre un pacte de non-agression pour, par exemple, pas mettre en danger aussi le championnat constructeur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Dorian ? C'est vrai que par rapport au Grand Prix d'Italie, la manœuvre de Piastri a été très osée. Dépasser à l'extérieur sur cette chicane, la deuxième chicane, c'était couillu, on va dire. Ça aurait pu être dangereux si Norris n'avait pas un peu levé le pied et joué la sécurité. Maintenant, voilà, pour moi, il faut que McLaren se dise on a l'opportunité, pour la première fois depuis 2008, d'avoir un pilote champion du monde. On a l'opportunité, même si, vu la dynamique actuelle, ça devrait se faire d'être champion constructeur. L'opportunité donc de faire un doublé qui serait historique pour le constructeur. Pour moi, il faut qu'il y ait un des deux pilotes, et que ce soit Norris, parce qu'il y a quand même 40 points d'écart entre les deux pilotes, qui soit favorisé. Et Oscar Piastri, on le sait, il est jeune, il a que 23 ans, c'est que sa deuxième saison. Il aura des opportunités, c'est sûr, quand on voit son palmarès en formule de promotion, il aura des opportunités pour se battre pour le titre. Lando Norris, ça fait déjà depuis 6 ans maintenant, 7 ans, 6 ans qu'il est chez McLaren en tant que titulaire. Depuis 2019, ouais. Exactement, c'est lui qui a construit l'équipe. Il est vraiment parti d'une McLaren qui jouait le milieu de peloton à aujourd'hui jouer les victoires. Donc même par respect, j'ai envie de dire, pour Lando Norris et tout ce qu'il a fait au cours de sa carrière avec McLaren, ça serait quand même intéressant de vraiment l'aider dans la quête du titre pilote. On ne sait pas ce qui peut arriver l'année prochaine. Ça se trouve, l'année prochaine, Red Bull va encore sortir une grosse voiture et McLaren n'aura même plus la possibilité de se battre. Donc c'est l'année peut-être ou jamais. Ensuite, il y a 2026 et toutes les incertitudes qu'il y a avec la réglementation.
Donc pour moi, au-delà même du pacte, d'un certain pacte de non-agression au premier tour, on sait très bien que c'est des compétiteurs et que le pacte du premier tour, ça va durer un tour. Et qu'après, en fonction du rythme de l'un ou de l'autre, ça va s'attaquer. Ce sont des pilotes de F1, on ne les change pas finalement. Donc pour moi, selon moi, McLaren doit choisir. C'est dur, hein, c'est dur pour une équipe. Il y a des équipes qui n'ont pas l'habitude. Hein. Ferrari a longtemps eu l'habitude, on pense notamment aux années Schumacher, aux années Alonso. Mercedes évidemment a eu longtemps l'habitude avec Hamilton et Bottas. Mais c'est dur d'avoir deux pilotes d'aussi haut niveau et de devoir dire à l'un d'entre eux: ok, tu vas aider ton coéquipier, tu vas pas rouler pour toi mais pour l'autre. On rappelle aussi que Piastri, sa première victoire, c'est Lando Norris qui lui a offerte. Alors c'est un peu mal tourné, mais j'ai envie de dire c'est Lando Norris qui l'a aidé à avoir sa première victoire. Il aurait très bien pu, Lando Norris, être égoïste, aller chercher une victoire et avoir 7 points de plus aujourd'hui au championnat. Donc il y a aussi un peu cet esprit de je t'ai offert un cadeau, tu dois m'offrir un cadeau. Et ouais, on ne sait pas de quoi l'avenir sera écrit de toute façon. Donc McLaren va devoir faire un choix qui est dur, mais s'ils veulent vraiment avoir une grosse chance face à un Verstappen qui est très régulier malgré la Red Bull qui est en train de régresser dans la hiérarchie, il faut aider Lando Norris. Pour moi, Dorian, tes arguments sont très bons. Simplement, je peux pas m'empêcher de me poser la question si on tourne le scénario de Monza un peu différemment. Faisons de la fiction, admettons que Lando Norris conserve la tête, ne se fasse pas attaquer par Piastri. On voit très bien sur la suite du Grand Prix que Oscar a mieux tenu ses pneus que Lando Norris. L'exemple n'est pas bon parce qu'au final, Piastri n'a pas gagné. Ça a plus été une question de stratégie sans tomber sur McLaren parce que là c'était on va dire un pari tenté et réussi par Ferrari plus qu'une faute stratégique de McLaren. Le souci c'est que en priorisant Lando Norris sur certaines courses, comme en Italie par exemple, s'il l'avait fait, McLaren aurait aussi laissé s'échapper une victoire. Typiquement, on peut considérer que Oscar Piastri avait de grandes chances de la gagner. Si Lando Norris était resté devant au premier virage ou qu'on avait demandé à Piastri de laisser repasser à mi-course, j'invente totalement Lando Norris, je pense que Charles Leclerc aurait gagné avec beaucoup plus d'avance. Et encore une fois, il ne faut pas non plus oublier totalement cette histoire de championnat constructeur. Nous, on a tendance à dire que c'est plié. Je pense que McLaren a une approche beaucoup plus prudente par rapport à ça, notamment au vu du resserrement des performances entre les 4 principaux constructeurs. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Je pense que les 3-4 derniers mois l'ont prouvé. Pour moi, Lando Norris doit être déjà plus consistant. Je pense que Lewis Hamilton a peut-être des fois eu besoin d'un petit coup de pouce de Mercedes et de Bottas, notamment en Russie, régulièrement, mais à 90% du temps, Lewis faisait la différence en piste. Donc selon toi, tu dis que Lando Norris n'en a pas encore fait assez pour vraiment qu'on dise à Piastri de l'aider au championnat. Exactement, il suffit de regarder le nombre de victoires. Oscar en a une, ça aurait pu être 2 le week-end dernier. Lando n'en a que 2. Lando a eu à chaque fois les upgrades avant Oscar. Quand Lando Norris va chercher sa victoire à Miami, il a une voiture plus développée que Oscar n'a pas, par exemple. Il y a énormément d'occasions manquées. Alors, la responsabilité n'en incombe pas au seul Lando, mais quand même. Moi, je pense que Lando doit faire encore plus. Je trouve qu'il est encore trop tôt pour aller donner des consignes d'équipe, j'ai envie de dire automatiques. Je pense que l'approche de Stella est plutôt bonne actuellement, de se dire, on a toujours 2 pilotes numéro 1. Pour nous, il n'y a aucun sens à donner la priorité à l'un ou à l'autre de façon automatique. Voyons situation par situation. Hier, je pense qu'ils ont eu le droit de s'attaquer. Oscar en a profité. Je pense qu'Oscar veut envoyer un message aussi à son équipe et en disant attention, je ne suis pas qu'un faire-valoir et moi aussi j'ai de l'ambition. Il en soit ainsi. Et si McLaren rate le titre pilote pour 7 points, alors tout le monde ira dire ah ben oui, mais si McLaren avait aidé Lando, d'accord, mais à un moment, un titre de champion du monde, ça se mérite. On voit qu'un Max Verstappen est d'une régularité de métronome, capable de maximiser en permanence son package, même quand ça va mal. Je pense que Lando doit aller écrire lui-même sa propre légende
Et forcément, peut-être sur les 2-3 dernières courses, quand ce sera vraiment définitivement mort pour Oscar, pourquoi pas. Mais imaginez qu'Oscar remporte les 2 prochaines courses, que Lando ait un peu de malchance, de soucis techniques, et que ce soit Oscar qui soit le mieux placé à 3 courses de la fin pour mener la charge côté pilote pour McLaren. Qu'est-ce qu'on aurait dit de Monza si on avait donné la priorité à Norris? 8 courses, c'est quasiment la moitié d'une saison dans les années 2010. C'est ça, ouais. N'oublions pas ça. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, oui, il faut continuer de les laisser se battre. Alors, je vais te poser une question plus arithmétique, on va dire, plus mathématique. Jusqu'à quand on peut les laisser se battre? On rappelle qu'il y a une quarantaine de points d'écart entre les deux, 8 Grands Prix, 3 courses sprint. Quelle serait selon toi la limite, la ligne où on se dit, ok, maintenant, il faut que ça soit Norris qui joue le championnat et Piastri fasse le coéquipier modèle? Je ne sais pas si c'est une limite mathématique, mais je dirais à partir du moment peut-être où Oscar ferait une ou 2 grosses erreurs, où Oscar ne marquerait pas de points en raison d'un accrochage ou en raison voilà, peu importe, d'un souci mécanique. Je pense que ça peut être un moment un peu décisif où on lui dirait, écoute Oscar, là ça devient presque mathématiquement compliqué pour toi. Tout sera possible l'année prochaine en 2025, on remettra les compteurs à zéro, mais là il faut aller essayer d'aider Lando. Donc je dirais à 3-4 manches de la fin. 3-4 manches? Ouais. C'est peut-être pas un peu tard? Ça va être compliqué contre Red Bull, on rappelle. Si Lando Norris est si fort que ça et qu'il mérite, et je suis persuadé que c'est un pilote ultra talentueux et qu'il mérite d'aller chercher le titre, ça veut dire que sur les 3-4 prochaines courses, il faut qu'il fasse un boulot quasi parfait. De toute façon, avec 62 points de retard, il n'a pas le choix. S'il avait été parfait ce week-end à Monza, il aurait déjà quasiment plus qu'une cinquantaine, moins de 50 points de retard. Donc moi je veux bien qu'on demande à Piastri de s'effacer au profit de Lando, mais il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit justifié, et pour l'instant je trouve que Lando a encore du mal à enchaîner et à être toujours au meilleur niveau. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que par rapport à Norris, il apporte moins de garanties qu'un Verstappen, typiquement. C'est un pilote extrêmement rapide, mais qui a ses faiblesses, qui a ses petits temps faibles, qui a ses petites erreurs aussi. On se rappelle de Silverstone où il doit gagner la course, mais à l'arrêt au stand il va trop loin et ça lui fait perdre 3-4 secondes et finalement il sort derrière Hamilton. Donc c'est vrai que Norris doit peut-être encore prouver qu'il a la stature d'un champion du monde. On rappelle que pendant la pause estivale, lui-même disait qu'il n'avait pas été dans le comportement, dans le pilotage digne d'un champion du monde. Donc il y a encore 2-3 trucs à prouver. Après voilà, Lando quand même très impressionnant. Faut pas oublier que c'est la première fois qu'il joue le titre véritablement. Sa première saison, même si ça fait 6 ans maintenant qu'il en est fin, 5-6 ans. Sa première saison où il peut croire au titre, où il joue au titre, où il a la meilleure voiture du plateau. Donc c'est aussi un comportement différent à avoir. C'est valable aussi pour Oscar Piastri d'ailleurs, même si c'est que sa 2e saison. Lando Norris, c'est vrai que c'est un peu difficile. Il fait le boulot, mais il y a toujours un petit grain de sel, il y a toujours un petit truc où on se dit ouais, mais il y en manque. Et quand on a un Verstappen qui commet quasiment aucune erreur, c'est impardonnable. C'est un pilote qui est intraitable, Max Verstappen, donc un Lando Norris qui doit peut-être encore muscler son jeu pour pouvoir vraiment prétendre et pour prouver à son équipe qu'il peut être champion du monde. Moi, je conclurai quand même, Dorian, sur le fait que, au-delà de toutes ces formules mathématiques, de tous ces écarts qu'on compte, est-ce qu'il faut pas, franchement, moi, je suis globalement très très neutre dans toute cette histoire. Juste en tant que spectateur, je suis content de me dire qu'une éventuelle lutte pour le titre n'est pas polluée par des consignes d'équipe. Parce qu'au-delà d'une lutte pour le titre, en ce moment, on assiste à une lutte chaque week-end pour des victoires, avec 7 mecs qui sont capables, à la régulière, de gagner une course. Et en fait, au-delà même de savoir qui va être champion à la fin de l'année, moi je veux savoir qui va gagner chaque course, qui mérite de gagner chaque course. Et si sur les 8 dernières courses, 3 doivent aller à Piastri et 3 doivent aller à Norris, eh bien qu'il en soit ainsi. On a trop regretté et critiqué Mercedes à l'époque où on se servait un petit peu de Bottas comme d'un leurre ou comme d'un petit soldat. Exactement. Pour critiquer McLaren aujourd'hui, de franchement faire le jeu du spectacle.
au risque de, en effet, ne pas optimiser ses chances. Mais franchement, moi, je me régale ainsi et j'espère que ça va continuer comme ça, comme je l'ai dit, au moins jusqu'aux 2-3 dernières courses. En espérant que ça n'aille pas jusqu'au clash non plus, parce qu'on rappelle, on l'a dit un peu plus tôt, que les deux pilotes ont quand même des longs contrats avec McLaren. Donc si l'ambiance se détériore dès 2024, en sachant qu'il y a encore 2025 et 2026 à vivre, ça risque d'être compliqué. C'est vrai, non, c'est vrai complètement. Eh bien, merci beaucoup Jérémy pour cette analyse post-Grand Prix d'Italie. On remercie également Valentin, Michael et Clément, notre vainqueur du dernier jeu concours avec Alpine, qui était au Texas pour les 6 heures du Circuit des Amériques ou le Lone Star Le Mans. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour écouter le podcast Auto Hebdo, Outlap, on rappelle. 3e épisode déjà, ça passe vite. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour l'épisode 4 finalement. Salut Dorian. Salut Jérémy. Salut à tous.